Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur un jeu TCG. Aujourd'hui, je vous analyse les résultats du PQ de Bologne. C'est un PQ qui devait avoir lieu lors de la saison 0, mais il y a eu des inondations, ça a été décalé. Donc c'est le premier PQ du 7-3, ce qui est très intéressant au niveau des résultats et de la méta. Les organisateurs nous ont fourni la représentativité des différents leaders. Vous voyez ça à l'écran, c'est vraiment ça fait vraiment plaisir de voir autant de leaders différents sur un PQ avec, on le note évidemment, 126 joueurs, donc un gros PQ très représentatif. On a 24 Sabine Vrain, ça c'est un peu le point noir de la méta actuelle. C'est que on avait eu une début de méta où Sabine n'était pas super représentative, mais là elle commence vraiment à pop un peu partout et à gagner quasiment tout le temps. On a 12 bosques bleus, donc ça c'est un effet Torque-like, hein, qui contre bien Sabine, donc pourquoi pas. On a par contre des leaders un peu plus anecdotiques. On a notamment des Django de toutes les couleurs. C'est bien, au moins les joueurs essaient des Django de couleurs différentes. On a toujours de l'Akira. On a un seul Quinlan Tarkin Town, ce qui me semble un peu bizarre, parce que Quinlan Tarkin Town a toujours bien performé. On a même des joueurs qui ont essayé de la Asagi, de la Soka, c'est assez intéressant. Évidemment, on a du Cat Bane Tarkin Town, je vous le spoil pas, c'est lui qui a gagné le tournoi, et que représenté en 3 exemplaires, donc c'est vraiment très bien parfait. Et en autre leader qui sort un peu du lot, je peux vous parler notamment de Django Tarkin Town, également un deck bien connu actuellement dans la méta. Ray Tarkin Town. Tarkin Town, c'est vraiment la base à la mode actuellement. On a aussi du Yoda Blue. Alors, Yoda Blue, je suis assez dubitatif parce que en France, je le vois beaucoup jouer. Et à l'étranger, je ne le vois pas très bien jouer. Donc, est-ce que c'est un peu une spécificité de chez nous? On a également les Palpatines, hein, qui sont en chancelier ou en empereur, qui sont très bien représentés. On va d'ailleurs en discuter tout de suite dans l'analyse des decks. Mais avant de rentrer plus en détail dans cette vidéo, je vous rappelle juste que le tournoi de notre communauté Discord est ouvert. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour donner vos listes. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous rejoindre notre Discord. Il est en commentaire de cette vidéo. Et simplement de donner votre liste au modérateur Dodo qui vous inscrira. Les poules se feront du 10 au 24 décembre. Et le top 8 se déroulera sur une journée au choix du top 8 entre le 27, 28 ou 29 décembre. Voilà, la petite pub est faite. Comme d'habitude, j'utilise le site de Noxm sw-competitive.com que je vous invite évidemment à aller consulter régulièrement. On a la chance d'avoir les différentes listes. Donc vous voyez le top 8 à l'écran avec Cat Bane Tarkin Town qui a gagné. Ça me fait plaisir parce que c'est un deck qu'on a vraiment mis en avant en premier sur la chaîne avec Patrak qui avait bien performé à Toulouse et qui a pris un bon up au niveau de la méta, surtout grâce notamment au ban de Boba parce que c'était les mêmes couleurs que Boba, donc qui était sous-représenté quand il y avait encore la grosse domination de Boba. Et puis là maintenant, il semble voilà, reprendre un peu le dessus. Donc la grosse surprise de ce PQ, c'est ce Palpatine Tarkin Town. Alors lui, il nous a complètement surpris. Il a complètement rabattu la méta autour de Palpatine, du chancelier. Pourquoi? Parce que la vision qu'on en avait quasiment tous, c'était une version ultra contrôle, hein, avec du bleuet à foison. Et lui, il part sur une version complètement aggro, même très agressive. Il nous a fait une sorte de Django-like, c'est-à-dire que du spatial. On va voir les unités là, mais je vous mets un peu la composition du deck avant de voir un peu plus en détail. Mais honnêtement, on est sur celui qui a fait ce deck là. Franchement, il faut lui adresser une médaille quand même, hein, parce que il a pris toutes les meilleures cartes spatiales de deux affinités phares, donc Villainy ou héroïque, et puis il les a mis dans le deck Palpatine, et vu qu'il a le droit de flipper, ben, il peut jouer tous les vaisseaux qui sont cool, quoi. Donc, certes, il se passe d'un Fire Spray parce qu'il y a peu d'intérêt vu que il n'arrive pas à détaper, mais il gagne en contrepartie les très bons vaisseaux héroïques qui sont le A-Wing, qui sont le Faucon 3
le Red 3. Donc on est vraiment dans une construction aggro où vous rentrez des unités à chaque tour et vous allez taper votre adversaire. Il garde quand même le Triple Dark. Alors pour moi, le Triple Dark là dans ce deck-là, c'est un peu gâché parce que, alors certes, il n'y a que des véhicules, donc il va pouvoir faire sortir ce qu'il veut un peu, mais c'est un peu gâché parce que dans Django, Triple Dark, il a un super intérêt parce qu'il vous permet d'aller chercher soit le Ruthless, soit le Fire Spray pour 4. Donc au T3, vous pouvez faire ça, ce qui est assez même très impactant. Vous pouvez également aller chercher le tank, mais le tank, il faudra payer 2, donc il faut attendre le T4. Donc, avec le Triple Dark, pour faire une plus-value au niveau des véhicules, il va falloir aller chercher le Ruthless et, et le tank, mais c'est moins impactant que si vous allez que chercher le Fire Spray ou le Ruthless. Donc, est-ce que le Triple Dark a encore tout son intérêt dans ce deck ou pas? Je ne sais pas. On voit qu'il est vraiment anti-aggro, avec notamment, il a rentré 3 Force Choke. Là où Django vous permet d'aller ping et de bloquer l'avancée des decks ultra aggro type Sabine, là vous allez plus être dans le flip, hein, le flip de votre chancelier, donc pouvoir vous soigner progressivement et infliger des dégâts. Bien sûr, ça reste Palpatine, donc ça reste contrable. Votre adversaire pour essayer de tourner autour, mais là avec autant de menaces, il va avoir du mal à tourner autour, il va devoir aller quand même vous impacter un peu et vous permettre de flipper Palpatine. Donc vraiment une conception de deck, moi je suis assez bluffé par cette conception de deck. Est-ce que ce sera viable? Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il n'y a pas de Django Tarkin Town dans le top 8 de ce PQ, alors qu'il s'était représenté quand même à 10 exemplaires au niveau des participants. Et lui, par contre, il fait top 8, hein, donc ça, c'est à noter. Est-ce que c'est un renouveau du deck espace? À voir. À voir, à voir, à voir. Il y a des cartes un peu atypiques, hein. Il y a notamment le phase Clone Trooper, là. Mais lui, il est vraiment là pour vous permettre de flip Palpatine, selon moi, hein. Il a vraiment juste cet intérêt-là. Et... À voir. J'ai vu, là, au niveau de la game, il se fait battre par un Sabine. Donc il a réussi à se faire prendre de vitesse par un Sabine quand même. Honnêtement, prendre de vitesse un Sabine, c'est difficile, hein, surtout avec 25 PV. Voilà, il joue de l'anti-contrôle un peu en side avec la Basine, pardon. Il joue du Wolf en 2 exemplaires, il joue du Confiscate en 2 exemplaires. Je pense qu'il peut prendre vraiment de vitesse les decks mid-range et ultra contrôle, donc ça c'est un avantage pour lui. Contre les matchs aggro, type miroir, type Sabine, il a peut-être un peu de mal, et sachant que c'est les decks qui sont vraiment surreprésentés dans la méta actuelle, à voir. À voir s'il lui manque pas encore un petit quelque chose. Mais moi, je suis vraiment bluffé par cette conception de deck. Et un grand bravo à ce joueur. En plus, on est sur un deck très peu cher, hein, une centaine de dollars pour le construire. C'est vrai qu'on n'a pas de carte ultra fort, vu que vous enlevez déjà les Fire Spray, donc forcément le deck chute un peu. On a une courbe de mana très très rapide, hein, donc très rapide, et puis après avec des grosses unités à aller chercher en fin de partie. On n'a aucun moyen de ramper, évidemment. On a toutes les bonnes cartes, franchement. Ouais, ce deck me plaît beaucoup. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez du Geonosis Patrol Fighter. J'ai vraiment hésité, moi, avec cette carte. Je trouve que les statistiques, malgré le fait qu'ils puissent exploit, me semblent vraiment faiblardes. Et son effet, bon, c'est un très bon effet, mais est-ce que ça vaut le coup de... Je me pose encore la question là-dessus. Au niveau des events, il a le Heroic Sacrifice. C'est une excellente carte, notamment jouée sur un Ruthless. Sur le Ruthless, hein, c'est vraiment la cible de cette carte. Moi, je le joue comme je joue Django, je n'ai pas accès à cette carte, mais lui, il se donne l'accès à cette carte avec sa double affinité là. Vraiment très très bon deck. Je pense que je vais pouvoir même le tester. Ensuite, on va quand même parler du vainqueur de ce PQ. Donc, c'est un Cat Bane qui performe vraiment très bien depuis le bannissement de Boba, parce que il a récupéré ses couleurs, il a récupéré un peu les cartes. Au niveau de la composition du deck, le joueur me surprend vraiment pas mal. Alors là, vous pouvez le voir déjà, il met deux Lurkin en side et il joue pas le troisième.
Sachant que contre les match-up très contrôle, c'est un peu le lurking qui vous sauve parce qu'il n'est pas ciblable. Donc ça, c'est questionnable. Bon, la méta actuelle ne se tourne pas vraiment vers ultra contrôle. Même si on a vu les Busts arriver et les Palpatine arriver, euh, c'est pas donné à tout le monde de jouer ultra contrôle. Et puis voilà, donc je pense que le joueur a fait vraiment ce choix de miser sur une méta très aggro. Et puis ça l'a bien, ou mid-range, hein, parce que Cad Bane, il roule littéralement hein, sur les aggros et les mid-range, il peut aussi très bien s'en sortir. Donc à mon avis, voilà, il a dû rencontrer beaucoup de ce type d'adversaires. On n'a pas l'accès, j'ai pas regardé toutes les games, mais je pense qu'il a beaucoup affronté ce type de joueur parce que contre des decks ultra contrôle, il peine un peu. Il peine un peu, surtout qu'il joue les Lurkin en side. Mais bon, un choix payant vu que le joueur a gagné ce tournoi. Pareil, il joue des shoot first. Alors ça prend vraiment, voilà, on voit vraiment que le mec, il a tout pensé pour jouer de l'aggro. Il a mis des shoot first dans son deck de base. Ok, ok, ok. Waylay, pareil, c'est en side. Et au niveau de la conception, sinon, il a rentré Now There Are Two of Them. Évidemment, hein, pour jouer le Cat Bane quasiment gratuit, ça c'est un peu dégénéré actuellement dans ce deck-là. Euh, Son jaune-noir, ça sera toujours un peu dégénéré, je pense. Rentrer des Cat Bane aussi facilement, aussi peu cher, aussi impactant sur le jeu, euh, ça pose un peu de souci. Et ça, les decks aggro, ben, ils chialent. Hein. Les decks aggro, ils sont en PLS. Hein. Vous leur supprimez 2 ou 3 unités pendant un ou deux tours. Voilà, l'aggro, il est rentré à la maison. Quoi. Donc voilà. Sinon, il joue ben, toutes les très bonnes cartes de ses couleurs. Il a pris la Tarkin Town. Il a que rentré quasiment le Ruthless en rouge. Hein. C'est quasiment une des seules cartes qui joue en rouge. Euh, le, le Blaster également. Il a laissé le vaisseau de Dengar. On en avait déjà parlé lors de ma précédente vidéo sur le précédent PQ. 3-4, c'est des bonnes stats en spatial parce que le 4 en défense, ça vous permet de trade beaucoup d'unités adverses et de ne pas mourir en retour parce que beaucoup de vaisseaux ont 3 d'offensif. Ben, le petit effet sur pouvoir le redresser, c'est un peu anecdotique, mais quand même, c'est une bonne carte qui peut rentrer dans ce deck. Et il fait également le choix de jouer Jabba en 3 exemplaires. Là aussi, je vous en renvoie à il y a quelques mois. On a Patrak qui nous avait fait un long monologue très intéressant sur cette carte. Qui a enfin, on va dire, un deck ultra compétitif en Cat Bane. C'est un des seuls decks ultra compétitifs en Cat Bane où vous pouvez jouer Jabba. Mais même son châssis, quoi. Pour 4, c'est une 2-8, c'est un châssis de malade, quoi. C'est très bon deck. Très bon deck. S'il arrive à esquiver une méta trop contrôle, je pense qu'il peut vraiment faire des gros trous parce qu'il gère aussi bien l'aggro que le mid-range. Voilà. Donc vraiment aussi une conception intéressante. Intéressante. On voit que le gars il a beaucoup réfléchi. Faire le choix de mettre les lurkings, alors que les lurkings, normalement, c'est auto-inclus dans tous les decks jaune-noir. Là, le gars, il fait vraiment le choix de mettre en side. Est-ce que c'est un choix payant? Moi, je vous le conseillerais pas à voir. Bon, c'est lui qui a gagné le PQ, hein, donc à voir. Mais ouais, vraiment une conception de deck intéressante. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais moi, c'est une version qui pourrait bien me plaire également. Autre deck très intéressant de ce top 8, bah, il fait même le top 4 lui, du PQ, c'est Anver. Alors Anver, ça fait un petit moment qu'on en reparle aussi. J'ai l'impression d'être revenu au premier set où c'était des Anver qui dominaient vraiment la méta. On est sur une conception de deck, comme vous pouvez le voir à l'écran, assez classique hein, pour un Han vert. Il a été renforcé par le nouveau set, notamment avec le Plo Koon hein, qui fait vraiment son apparition. Alors, c'est pour moi typiquement le deck anti-contrôle, d'accord, qui risque vraiment de souffrir par contre tout ce qui va être trop aggro trop rapide. Surtout si vous n'arrivez pas à ramper. Et votre seul moyen de ramper, malheureusement, c'est du resupply, d'accord. Anne en lui-même est une rampe, évidemment, mais là, il vous faut vraiment le resupply parce qu'il faut vraiment que vous arriviez dans cette partie de jeu
où T5, T6, T7, vous allez commencer à prendre le dessus. Et bien sûr, pour avoir la finalité du Ewing Reinforcement. Le Home One a fait son retour, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on en parle, le Home One a vraiment fait son retour. Le gros papa, si vous avez rampé, il vous sauve la mise, il fait le café, donc vraiment le Home One il a vraiment fait son retour alors qu'il avait complètement disparu durant le set 2. On va voir un peu les cartes à l'unité parce que c'est vraiment un deck où il faut parler les cartes à l'unité. Au niveau spatial, on a le faucon évidemment, hein, ça c'est la carte maîtresse de tous les decks jaunes, blanc pardon, et le Bright Hope qui va essayer de contrer un peu les decks trop rapides niveau spatial. Mais maintenant Bright Hope c'est vraiment une plaie parce qu'avec ses caractéristiques, les petits vaisseaux ils ont du mal à le franchir. On a de l'embûche, alors est-ce que c'est un peu trop, je ne sais pas, mais ça fait peut-être beaucoup. Et le maraudeur pour pouvoir embûcher en spatial, et le Bright Hope pour pouvoir temporiser en spatial, et le Millennium Falcon qui vous permet aussi d'aller trade la plupart des petits vaisseaux adverses. En plus, il revient dans votre main, il prend même pas les dégâts. Enfin, c'est vraiment... C'est peut-être un poil trop, peut-être. Je dirais un poil trop au niveau spatial, mais bon. Voilà. Le gars, il a fait top 8, hein, on va pas lui donner des conseils. Et il y a une autre carte qui a fait son apparition dans ce type de deck. On en avait déjà parlé parce qu'il y avait déjà un deck Anver la semaine dernière. Je vous renvoie ma vidéo la semaine dernière. Mais Enfys Nest a vraiment fait son apparition et maintenant elle s'est vraiment imposée. Dans certains decks, même, elle remplace les Han, ou alors il y a un petit panachage entre Han et Nest. Mais le joueur là a fait le choix de garder les deux en 3 exemplaires et 2 exemplaires, donc en 5 exemplaires au total, plus du Plo Koon. Il est quand même bien armé en mid-late terrestre et en late spatial également. C'est vraiment le deck qui va vous permettre de gérer la partie si, malheureusement, encore une fois, le gros bémol, c'est si vous avez réussi à ramper. Il faut que vous ayez vraiment pouvoir ramper. Il vous faut votre supply. Donc vous risquez vraiment d'avoir des petits soucis quand même. Ce vaisseau-là également, il faut qu'on en parle, hein, le Aussie Turk Liberator Gunship, c'est vraiment... Alors, moi je l'aurais plutôt vu à la place du Maraudeur. Il coûte un de moins, il fait quasiment les mêmes effets. Mais bon, le joueur n'a pas décidé de le mettre en deck, en side. Donc il a encore une fois un side, même un deck, je trouve, construit anti. Enfin, on voit qu'il a peur de l'aggro et qu'il a vraiment essayé de s'en prémunir. Je pense qu'il a réussi à le faire sans dénaturer non plus la nature de Han Vert. Donc voilà, sur un tournoi où la prédominance des decks était plutôt aggro, il arrive quand même à faire top 4. Le contrôle était moins présent, parce que si vous contrez les 10 Django, les 24 Sabine, vous êtes déjà presque 40 leaders très très rapides, donc forcément il a dû en affronter durant ses matchs de pool, enfin, de qualification, donc forcément c'est un deck, il a bien fait je pense de miser sur l'anti-aggro dans cette version du Han vert qui est ma foi fort intéressante. Alors ensuite on a 3 Sabines vertes. Alors les Sabines vertes je vais pas en parler, j'aime pas ce deck donc je vais pas en parler. De toute façon il n'y a jamais rien qui change dans Sabine verte. La variante c'est avec ou sans Dark Cyber. La méta actuelle c'était plutôt sans Dark Cyber, là on voit que c'est un peu revenu. Je vous laisse vous faire vos decks Sabine si vous voulez, de toute façon c'est peut-être un des prochains leaders pour moi qui sera ban. En tout cas pour 7-3 il est toujours là, il faut savoir l'affronter. Vous voyez, il y a vraiment des decks qui se construisent anti ce deck. Donc quand vous construisez anti un leader, pour moi, c'est pas très sain. Mais en tout cas, il va falloir peut-être le faire parce que ça commence vraiment à prendre une des grosses proportions au niveau du jeu. Et on va parler d'un autre leader bon, qui est vraiment implanté maintenant dans la méta avec le Bosque bleu. Donc le Bosque contrôle qui est apparu avec la victoire de Torque à Birmingham. Et qui commence à vraiment faire son trou. C'est un deck qui vous permet vraiment d'affronter beaucoup de choses. Tout ce qui va être Cat Bane, tout ça, ils aiment pas du tout. Ça peut se faire prendre un peu de vitesse, mais ça regagne
tellement 2 points de vie que honnêtement c'est une plaie. Il a fait le choix de rentrer de nouveau des Open Fire. Ça, je pense, parce que j'ai vu une partie, c'est contre toutes les cartes qui empêchent de regagner des points de vie. Euh, Il y a Wolf, il y a le chasseur 3-3 en rouge-noir dans Django qui a apparu aussi. Parce que là, honnêtement, effectivement, si on vous empêche de regagner des points de vie avec ce deck, bon ben vous êtes foutu quoi, hein, parce que votre, le long parcours de ce deck fait que vous devez avoir des points de vie, regagner des points de vie. Alors honnêtement, c'est un peu soporifique de jouer contre ce type de deck. Et ben, il y a les petits malins qui ont trouvé la parade en jouant des cartes qui empêchaient de regagner des points de vie. Donc le Open Fire là, c'est vraiment anti ce type d'unité. Et ben écoutez, c'est un deck qui fait encore un top 8. Un deck qui est rentré vraiment dans la méta. Il n'y a pas vraiment de particularité. J'en vois pas vraiment comparé au deck notamment de Torque. Non, j'en vois pas vraiment. Et enfin, ben, on le fait quasiment à chaque tournoi, gros tournoi. Il y a toujours du Raid Tarkin Town. Malheureusement, elle n'arrive jamais à passer le cut final, mais elle est toujours bien représentée. Donc, un deck qui est aussi souvent représenté dans différents pays, différentes méta, c'est que c'est un deck vraiment, pour moi, étalon. Et c'est vraiment le deck, voilà. Il n'y a pas peu de modifications à apporter à ce deck. C'est d'ailleurs un deck qui n'a, comme la semaine précédente, aucune carte du nouveau set, hein. Le deck, il se suffit à lui-même avec les cartes du deck précédent. Donc c'est un deck qui va vraiment regagner beaucoup de points de vie, qui va se protéger, qui va vraiment embêter l'adversaire, le ralentir. En carte vraiment spécifique, bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a la ribambelle, hein, des Blue Jedi, hein, comme on les appelle sur la chaîne. Vous les connaissez tous, hein, Kanan, Obi-Wan, le vieux Ben, Luke, euh, et Yoda également, évidemment. Tout ce qui restaure et tout ce qui casse les pieds à l'adversaire. Au niveau spatial, on a alors le Concorde dans ce deck, il est vraiment très intéressant parce qu'il peut être buffé par Rey. Et ça fait vraiment une. C'est déjà une play de base, mais avec boosté par Rey, c'est encore pire. Et il fait le choix de jouer également des Razor Crest. Celui-là, il avait un peu disparu des précédentes versions de Rey qu'on a pu voir. Mais pour moi, il a vraiment toute sa place. J'ai vraiment surpris la dernière fois qu'on ne l'avait pas vu. Pour 4, une 3-4 en spatial qui a restore et quand il arrive, il permet de remonter une upgrade dans sa main. Sachant qu'en upgrade, dans ce deck, il y en a pas mal, hein. Donc il y a les. Comment ça s'appelle? Il y a les sabres. Il y a la Perios Position qui, bon, elle, celle-là, en général très utile à avoir en main. Et il y a surtout le top target qui vous permet de regagner encore plus de points de vie si vous en manquez pour pouvoir arriver en fin de game. Il croit pas trop dans son crate, j'ai l'impression, hein. Il a seulement une version de crate, ou alors il attend vraiment que d'être arrivé à la fin de son deck quasiment pour pouvoir jouer son crate. Mais voilà, on est sur une version assez intéressante. Au niveau du side, ça aussi c'est intéressant. Les régional gouverneurs, ça, c'est vraiment, comment dire, pour casser encore un peu plus les pieds à votre adversaire. Les techs évidemment. Et on a un K2SO là qui par contre reste en side. Ça, c'est aussi une conception un peu, voilà. On est vraiment sur du panachage, hein. On est plus sur on arrive vraiment sur des decks de panachage où on n'a plus forcément les trois. Bien sûr, il y a trois cartes auto-includes dans certaines cartes. La luxe, c'est en trois exemplaires, évidemment. Mais il y a certaines petites cartes où on se laisse un peu la possibilité de. Allez, j'en mets une par-ci, une par-là. Et bah, c'est assez intéressant. On a notamment là-dedans le Captain Typho qui permet de donner Sentinelle dans un deck qui se restaure pas mal, qui peut avoir des gros châssis. Et évidemment, donner Sentinelle, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, un point noir de ce deck, hein, c'est son coût. Les Lucs, c'est comme de la crypto-monnaie, hein. Les Lucs, on bondit comme ça depuis l'élection de Trump et depuis le nouveau set. Voilà, j'espère que vous aviez acheté vos Lucs avant. Sinon, il va vous falloir dépenser quelques petits billets pour pouvoir vous constituer ce deck. Mais au moins, c'est un deck stable que vous allez pouvoir jouer pendant tout le set, ça c'est clair. Vous n'aurez pas besoin de le changer dans 2 mois. Et voilà les amis, pour mon aperçu et mon analyse de ces résultats de PQ de Bologne. On est sur une très grosse représentativité des decks
aggro, que ce soit Django, que ce soit Sabine, mais au final, ce n'est pas ce type de deck, c'est plutôt un deck anti cette méta qui a gagné, donc c'est Cat Bane, c'est faire le choix de l'anti. Évidemment, vous tomberez contre des contres de ce deck, donc tout ce qui va être contrôle, mais si vous faites le ratio statistique, eh ben, arrêtez de jouer un peu trop Sabine. Vous arrivez peut-être dans le top 1, mais enfin, vous allez vous faire taper par un deck qui va vous contrer. Et puis, voilà, ça c'est un peu mon analyse. Et puis, c'est pas très fun, mais même, voilà. Sur 126, on a une belle représentativité de leaders différents. Je suis pas vraiment d'accord avec les gens qui disent qu'il y a 2 ou 3 leaders seulement qui performent. Vous voyez les différents résultats, les différents PQ. Euh, Là, par exemple, sur ce PQ, Django n'est même pas présent, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Le jeu commence à atteindre une certaine maturité. Euh, c'est vraiment très plaisant et ça donne vraiment beaucoup envie de continuer à jouer à ça et surtout de voir les prochains sets, voir ce qu'ils vont apporter. Je vous rappelle ma vidéo sur, elle est ici, sur le dernier spoiler du 4e set, donc avec l'apparition des pilotes. Et évidemment encore toute la playlist que je vous invite à aller voir. C'est important également que vous lâchiez vos petits pouces et vos petits commentaires pour faire référencer la vidéo dans l'algorithme de YouTube, même si vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et ça, je vous en dis encore une fois un grand merci. Sur ce, bon jeu à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis.